Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Comment changer les comportements de votre client, de votre patient professionnel de santé? Ça, c'est un sujet très complexe parce que vous savez bien que arrêter de fumer, changer l'alimentation, commencer une activité physique, commencer une hygiène buccale correcte, tout cela sont des habitudes très compliquées à entamer. C'est pour cela que je vais vous présenter ce qu'on utilise en nutrition fonctionnelle. Là, on a modèle transthéorique dans votre cabinet. C'est ça l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Moi, je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je suis là pour vous aider, vous professionnels de santé, à changer de vie. La vôtre et celle de vos patients. Vem comigo? Vem comigo! La grande difficulté de toute cette histoire de nutrition fonctionnelle, si on parle de difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer les comportements de notre patient, de notre client. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse à tous. N'importe si vous êtes diététicienne, si vous êtes médecin, si vous êtes tabatologue, pourquoi pas? Ça veut dire que notre grand objectif, c'est d'amener ce patient à la vitalité positive en sachant qu'il va falloir un changement de comportement. Donc, je vais vous présenter le modèle transthéorique qu'on va utiliser dans notre cabinet. Modèle transthéorique. Ça paraît quelque chose de hyper compliqué, hyper complexe. Mais vous allez voir la beauté de ce modèle. En fait, si vous regardez ici, je vous ai fait vraiment, j'ai essayé de faire une carte mentale, pas tout, mais au moins cette partie, que vous allez avoir l'opportunité de constater comment se fait une carte mentale. Mais vraiment, cette partie-là qui est écrite, elle ne fait pas partie d'une carte mentale. Une carte mentale, c'est une stratégie très individualisée. Donc, je fais le mien, mais je vais vous montrer ici comment vous pouvez utiliser cette carte mentale en écrivant moins. L'objectif, c'est des images qui vont vous rappeler de ce qu'il faut rappeler. Alors, ici, on parle de notre modèle transthéorique et l'objectif de ce modèle, c'est qu'on va se poser à quel moment de décision est notre client ou notre patient. À quel moment de décision est notre client ou patient. Et quand je parle de décision, quand je parle de comportement, on peut parler arrêter de fumer, on peut parler commencer à changer son alimentation, on peut parler de commencer une activité physique, on peut parler d'arrêter de dépenser beaucoup d'argent. N'importe quel est le changement de comportement, ce modèle va être complètement adapté. Donc, l'autre question est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On a dans le flux clinique, on a le QINF, on a connu notre patient au travers de ce questionnaire, on a au moment de la timeline, le même jour, on va proposer une prescription. À quoi sert de proposer une prescription à mon client ou à mon patient si lui, il n'est pas prêt? Si vous faites, comme je vois, je constate par rapport, par exemple, les diététiciennes qui donnent tout simplement un menu déjà prêt, déjà fait, ou le médecin qui donne, par exemple, pour diminuer l'acide urique, il faut faire ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce que les gens vont faire normalement? Ils vont jeter votre prescription dans la poubelle parce que peut-être cette personne n'est pas du tout prête à faire des efforts et avoir cette conscience de changement de comportement que vous voulez qu'elle ait. Elle n'a pas, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'on a ce modèle transthéorique, parce qu'il nous va
il va nous permettre de fixer dans quelle phase de changement est notre client ou notre patient. Si vous faites ça, si vous donnez cette prescription, vous avez raté l'opportunité d'amener cet individu à sa vitalité positive. Parce que peut-être il ne va jamais revenir. Peut-être il va revenir, mais il va vous mentir. Peut-être il ne va pas du tout avoir cette conscience de son état de santé, que ce n'est pas du tout vers la vitalité positive, mais plutôt le contraire. Et si vous respectez la phase que ce patient est en ce moment, vous allez avoir toute l'opportunité de l'amener à la vitalité positive. Mais là, vous êtes en train de me demander, mais Elisa, cette histoire de modèle transthéorique, de phase de changement de comportement, qui a inventé ça? Qui a créé ça? C'est ça que je vous explique maintenant. Cette histoire, elle a commencé à partir de deux chercheurs qui s'appellent Prochaska et Di Clemente. Di Clemente et Prochaska. Et il me semble qu'il y a un qui travaille encore avec ce type d'abordage. L'autre, je crois qu'il est décédé. Alors, dans les années, début des années 80, qu'ils ont commencé à faire cette étude. Et leur objectif, c'était d'étudier le comportement de gens qui fument, du tabagisme, comportement par rapport au tabagisme. Je pense que déjà, c'est génial parce que c'est un sujet complexe, c'est quelque chose de très compliqué parce que vous savez bien que ce n'est pas que la conscience que le tabac fait mal qu'on arrête de fumer. La preuve, on trouve beaucoup de médecins qui fument, beaucoup de professionnels de santé qui fument. Donc, ça veut dire qu'avoir tout simplement la conscience que quelque chose va nous faire mal, ça ne nous fait pas changer du tout notre comportement. N'est-ce pas? Alors, ces deux chercheurs, ils ont fait cette étude à partir, ils ont créé des hypothèses. Pourquoi les gens fument? Première raison, est-ce que tout simplement parce qu'ils aiment fumer, ils aiment cette action de fumer, l'odeur, pourquoi pas? Deuxième option, est-ce que dans la cigarette, dans le tabac, il y a des substances chimiques qui vont augmenter cette envie de fumer et qui vont promouvoir une action biologique dans notre corps? On va être plus calme, on va être plus zen si on fume. Et la troisième hypothèse, c'est le phénomène de groupe, phénomènes sociaux. Je me rappelle très bien, dans les années 80, j'avais 20 et quelques années. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on voyait à la télé la cigarette, un mec qui fumait avec un cheval en train d'aller avec son cheval, Marlboro, je me rappelle même la marque. Ça veut dire que si vous voulez être un mec beau, un mec qui a aussi de la santé, il montrait aussi la cigarette associée au sport. Il y avait aussi des femmes, c'était le moment de l'indépendance de la femme, donc c'était chic, c'était indépendant, c'était génial de fumer. Vous vous rappelez de ça, ceux qui ont mon âge? Et donc, il y a toujours un phénomène de groupe qui peut aussi expliquer cette adhésion au tabagisme. Mais là, on est dans l'adhésion. Mais il y avait aussi, à ce moment-là, ils ont aussi remarqué qu'il y avait un groupe qui voulait arrêter de fumer. Et là, on va voir que dans ce groupe qui voulait arrêter de fumer, il y avait trois possibilités. Première possibilité, c'est les groupes qu'on va appeler ici de numéro 1, qui sont les groupes qui ont l'objectif d'arrêter de fumer. Mais il y a parmi ces gens-là ceux qui vont arriver, effectivement, ils vont arrêter la cigarette, mais il y a le groupe 1A qui va revenir à fumer. Ils arrêtent, mais ils reviennent à la cigarette. Et il y a le groupe 1B qui va effectivement arrêter pour toujours de fumer. Et il y a aussi le groupe 2. Le groupe 2, c'est le groupe qui n'arrive pas du tout à arrêter de fumer. Donc, on a le groupe 1 qui arrive à arrêter,
mais il y a une partie de ce groupe qui revient, et les groupes 1B qui arrêtent définitivement. Et on a le groupe 2 qui n'arrive pas du tout à arrêter de fumer. La question qu'on va se poser est pourquoi? Pourquoi il y a les groupes 1A, 1B et 2? Ils ont alors commencé à étudier, à comprendre l'explication de tout ce comportement d'envie d'arrêt. Le comportement d'envie de fumer tout simplement, on a là, on aime, il y a des substances qui nous font plaisir et les groupes sociaux. Ici, on est en train d'étudier tout le monde qui a l'intention d'arrêter. Les chercheurs, ils ont observé que les groupes 1B, ça veut dire ceux qui ont effectivement arrêté de fumer, ils avaient ce que les chercheurs appelaient facteurs de renforcement, qui dans la nutrition fonctionnelle, on va appeler tout simplement des déclencheurs. Ils avaient un déclencheur qui ont fait que cette personne arrête et n'arrive plus jamais à reprendre cette cigarette. Est-ce qu'une possibilité, ça pourrait être, est-ce qu'un facteur de renforcement serait la santé? Pourquoi? Parce que la personne, elle a eu un déclencheur. Quelqu'un dans sa famille est décédé par un cancer de poumon. Quelqu'un a décédé par un problème au niveau cardiovasculaire, un arrêt cardiaque, un infarctus. Elle-même, est-ce qu'elle a éprouvé un problème au niveau pulmonaire ou un problème au niveau du cœur? Ou est-ce qu'elle a, par exemple, un cancer de la bouche parce qu'elle fume? Donc, tous ces gens-là ont des raisons très fortes, ça veut dire facteurs de renforcement, pour arrêter. Mais il faut savoir que les raisons que je vous ai données ne sont pas parfois suffisantes pour qu'une personne arrête. On peut avoir une personne qui a embolie pulmonaire et qui est à l'hôpital, il fume. On peut avoir un diabétique qui est à l'hôpital, ils ont déjà enlevé, par exemple, son pied, parce qu'il est diabétique, il continue dans l'hôpital à manger du sucre. Donc, vous voyez que c'est très individualisé, très complexe, cette histoire de changement de comportement. Ça, c'est qu'une explication que je suis en train de vous donner. Mais au fond, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'une personne qui avait un comportement A et qui passe à un comportement B, il y a toujours un facteur déclencheur. Et je vais plus loin. Une personne qui peut-être avait un comportement A, que c'était un comportement favorable, elle peut avoir aussi un facteur déclencheur qu'elle va à un comportement non favorable, comportement B. Ou elle a un comportement non favorable, elle a un déclencheur et elle va vers un comportement B favorable. Donc, il y a toujours ce facteur de renforcement. Renforcement dans le sens que on change notre comportement pour mieux, pour pire. C'est ça la problématique. Donc, la première chose, c'est identifier les facteurs de renforcement. J'utilise cette expression facteur de renforcement parce que c'est l'expression utilisée par Prochaska et Clement. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Mais en fait, nous, dans la nutrition fonctionnelle, on pourrait très bien utiliser le mot déclencheur. Et là, on va voir le groupe 2. Le groupe 2, c'est le groupe qui n'a jamais dans la vie arrivé à arrêter la cigarette. Et je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai mis un groupe de filles. Donc, un groupe de filles, ça fait un phénomène de groupe où ces filles-là pensent, à mon époque au moins, que fumer, c'est du charme. Fumer, c'est de l'indépendance. Donc, il faut, pour que ce groupe de filles change leur comportement, quelque chose de hyper parlant, hyper fort pour ce groupe-là, pour qu'elles arrêtent. Parce que sinon, elles ne vont pas avoir aucune raison dans leur tête, dans leur croyance, de plus être charmantes, plus être indépendantes. Elles vont continuer à fumer jusqu'au dernier jour de leur vie. C'est très important d'identifier l'importance de la personne
du fait qu'elle a ce comportement. Ça veut dire, mon client, mon patient fume. La question est pourquoi? Et normalement, on met toujours, ah, parce que ça une détente pour lui, ou on invente de raisons. Mais si c'est une détente pour lui, je peux lui proposer d'autres facteurs qui vont aussi le faire moins stressé, mais qu'il ne va pas accepter parce qu'aujourd'hui, il est dépendant. C'est une drogue de la cigarette. Mais on peut aller aussi à l'alimentation. Si on parle d'alimentation, je vais vous donner un exemple de phénomène que je vais parler là, que c'est le mariage. Donc, vous voyez une personne en surpoids, extrêmement, avec 10, 12 kilos de plus, elle rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un décide de lui demander un mariage. Parfois, elle va perdre tous les kilos qu'elle avait, elle va changer son alimentation de suite, elle va faire n'importe quoi et elle va perdre du poids. Sauf que ce facteur de renforcement, c'est temporaire parce qu'elle se marie. Après le mariage, elle peut tout arrêter et elle va revenir à gagner du poids. La même chose pour les femmes enceintes. La même chose pour les hommes qui vont se marier. Donc, ce facteur de renforcement, il bouge au long du temps. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ça va nous montrer qu'il y a des phases de changement de comportement. C'est le modèle de trans théorique présenté par Prochaska et Di Clement. Donc, je vais vous montrer l'objectif de tout ça, c'est savoir ma patiente ou mon patient ou mon client, il est dans quelle phase il est pour qu'il arrête la cigarette. Pourquoi il va arrêter la cigarette? Il est dans quelle phase? Par exemple, un médecin, je vous donne un exemple en utilisant la carte mentale. Regardez, ça c'est un stéthoscope. Un médecin qui va dire à son patient qui est obèse, qui a eu un problème cardiovasculaire et qui a eu un infarctus du myocarde là, ok, d'aller chez un naturopathe, par exemple, pour changer son alimentation. C'est un exemple. Donc, cette personne vient chez Elisa parce que le médecin lui a dit qu'il faut changer son alimentation, sinon il risque d'avoir un infarctus du myocarde. Très bien. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne va arrêter ou va changer son mode alimentaire? Elle va arrêter les hamburgers, elle va tout arrêter? Probablement non. Pourquoi? Parce qu'elle est venue voir Elisa, pas parce qu'elle pense que c'est important, parce que son médecin lui a dit de venir. Donc, elle vient et elle dit, je suis là, et là, qu'est-ce que vous amenez ici? Mon médecin m'a dit de venir. Ma femme m'a dit de venir. Mon mari m'a dit de venir. Vous voyez ça dans votre cabinet tous les jours. Si c'est les enfants, c'est encore pire, parce que la mère prend l'enfant et dit, il est là, il est en train de gagner trop de poids et je veux, la mère elle dit, que vous allez faire qu'il arrête de gagner du poids. Les choses ne se passent pas du tout comme ça. Parce que cet enfant, malgré qu'il est un enfant, il est dans le même processus qu'un adulte. Et l'adulte que je vous ai donné comme exemple, cette personne qui est obèse, respire mal, a des douleurs au genou, elle se sent moche et tout ce que vous pouvez croire. Et en plus, le médecin lui dit, vous allez avoir un arrêt cardiaque. Elle vient chez moi, elle me regarde, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas. Il m'a dit de venir, je suis là alors. Vous voyez, ça c'est une phase de comportement. Donc là, il va falloir faire tout un travail. Donc, il est dans la phase qu'on appelle pré-contemplation, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ici, on peut avoir, par exemple, d'autres facteurs de renforcement. Hospitalisation. Hospitalisation peut devenir un facteur de renforcement, un déclencheur. La personne, quand elle vient chez moi,
elle va me dire, Elisa, j'étais hospitalisée, j'ai failli mourir et je veux tout changer. OK. Donc, l'hospitalisation, l'être humain, malheureusement, il a besoin d'un déclencheur parfois très négatif pour lui faire bouger. Trouver quelqu'un, ça arrive aussi. Ah, j'ai besoin, je me sens seule, je ne peux plus, je veux trouver quelqu'un, un compagnon, une compagne. Et là, pour cette personne, les facteurs esthétiques vont jouer et il va changer un comportement. Il y a d'autres personnes qui ont arrêté de fumer parce que les dents sont devenues noires, noircies. Il y a des gens qui, parce que aussi ça pue. Enfin, le facteur déclencheur ou facteur de renforcement, il est individualisé. Regardons maintenant quelles sont les phases de comportement alors. Je vais vous montrer la première phase. Ici, on a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Et il y a une phase, ce n'est pas une phase, mais qu'on appelle le moment numéro 6 que je vais vous présenter. Donc, première phase, c'est la phase de pré-contemplation. Cette phase de contemplation, c'est quand vous voyez, nous aussi personnellement, on passe par cette phase, ça dépend du contexte, qu'on va écouter quelque chose à la radio ou à la télé, comme par exemple arrêter de fumer, commencer une activité physique, qu'on écoute et on se dit, ça c'est pas pour moi, ça me parle pas du tout, c'est pas pour moi, je vois pas l'objectif. Donc la personne est dans la phase, ce n'est pas pour moi. Je ne vois pas pourquoi il me parle de ça, je vois pas, c'est pas pour moi. Et donc on est dans une phase que je ne sais pas, que je ne sais pas. Ça veut dire, je ne sais même pas qu'il faut changer mon alimentation. Je ne sais même pas qu'il faut changer, qu'il faut arrêter de fumer. Quand je dis je ne sais pas, soit c'est je nie, je ne veux pas parler de ça, ou je ne sais vraiment pas. Manque de connaissances. On peut avoir les deux situations. Mais le fait est que je suis en pré-contemplation. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est la phase de pré-contemplation. La phase de contemplation, peut-être il faut que j'arrête de boire. Peut-être il faut perdre un peu de poids. Je suis dans le je n'arrive pas aussi. Ça veut dire que ce sont deux conditions. Soit peut-être la personne commence à prendre un petit peu de conscience, ou ah non mais je n'arrive pas. Il y a ça aussi, que c'est la phase de contemplation. Je voudrais, mais je n'arrive pas. Je voudrais arrêter de fumer, commencer à bien manger, commencer l'activité physique, arrêter de boire, enfin. Mais je n'arrive pas. Arrêter d'acheter, mais je n'arrive pas. Donc, tout ça, c'est la phase de contemplation. Après, on va passer à la phase de préparation. Dans la phase préparation, je me prépare. Ça veut dire, j'ai compris que j'ai besoin de changer. Donc, je me prépare. Par exemple, quand je vais changer mon alimentation, je commence à aller au marché, voir un peu qu'est-ce que je peux acheter. Je diminue un peu le supermarché, j'achète un peu de choses au marché. Je rentre dans un magasin bio, je commence à réfléchir quand je vais... mais je vais commencer après l'été. Je vais arrêter de fumer après je ne sais pas quoi. Je vais arrêter de manger du sucre après l'anniversaire de ma fille, après Noël, après... Voilà, on est dans la phase de préparation. La personne, elle est inquiète parce qu'elle a déjà compris que ce n'est pas bien, que son comportement n'est pas positif, que son comportement ne va pas vers la vitalité positive. Et après, on a l'action. Go! Je commence. Je vais au marché, j'achète tout, j'élimine tous les sucres de ma maison, je commence, je suis prêt, go, go, go. Et on a la 5e phase qui est la phase de maintenance. Cette phase de maintenance, ça veut dire je continue.
je continue mon processus. Mais on va revoir tout ça dans le sens de qu'est-ce que nous, en tant que professionnels de santé, comment on va agir. Mais avant ça, vous allez penser peut-être que les choses sont comme ça. Je suis en pré-contemplation, je passe à contemplation, à la préparation, à l'action et la maintenance. Et voilà ce que Prochaska et Di Clement ont dit. Malheureusement, le processus n'est pas linéaire comme vous pensez. Pas linéaire du tout. Et ils ont proposé alors un modèle, qui c'est le modèle transthéorique, qui va présenter la situation comme ça. Regardez ce dessin que je vous ai préparé. Ici, c'est qui? Vous connaissez bien, avec les yeux fermés. C'est notre patient, notre client. Donc, on va dire qu'il va commencer la pré-contemplation. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Il va aller vers la contemplation, vous voyez, vers la préparation. Donc, c'est un mouvement ascendant, mais du moment que je passe par exemple, de la préparation, je peux très bien revenir en arrière. Notre patient, il était déjà en préparation et on ne sait pas trop pourquoi, un élément déclencheur, il revient à la pré-contemplation. Il est en train de se préparer pour changer son alimentation, il est en train de se préparer pour commencer son activité physique, il est même allé voir, par exemple, une salle de sport, il connaît les prix et tout ça. Et d'un coup, il jette tout, il ne fait plus rien. Parce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur, probablement un déclencheur émotionnel, un événement dans sa vie, que ça, ce n'est plus la priorité, il ne veut plus parler de ça. Donc, c'est ça qu'ils ont constaté, c'est que malheureusement, les choses ne vont pas comme ça. Elles vont en spirale, en spirale, en spirale. Et quand on arrive à la maintenance, on a le 6e moment que je vous ai parlé, qu'on appelle la rechute. Ça veut dire qu'on était en maintenance et on revient parfois à la pré-contemplation. En fait, pourquoi je fais ça? Non, ça ne me concerne plus. Ou je peux aller au moment numéro 2, ou je peux aller à la répréparation. Donc, il n'y a pas d'ordre, tout ça. C'est pour ça que c'est complexe. Ce n'est pas linéaire. Donc, on peut partir de préparation et revenir après contemplation. On peut être en préparation et aller tout de suite à la maintenance. On agit et on commence déjà à faire la maintenance. Parce qu'il y a eu un élément déclencheur comme mariage, par exemple, que tout de suite, j'ai décidé de faire les choses. On peut aller aussi du 5, maintenance, et revenir après contemplation. Donc, ces changements de comportement, déjà, il faut, pour que ce processus soit stable, 6 mois, mais on peut, après ces 6 mois, vis-à-vis de facteurs de renforcement présents ou absents, revenir à zéro. Et c'est ça toute la problématique. Donc, on a une perte de notre facteur de renforcement, ça veut dire de notre référentiel en fait. Et il y a un arrêt complet de ce processus. Et c'est pour ça, un des facteurs qui peut éventuellement, en termes d'alimentation, en termes de mode de vie, en termes de dormir plus tôt, sommeil, tous nos modifiables, c'est que la personne arrête notre accompagnement. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes tout simplement en train de chercher à chaque fois, dans les années, avec notre patient ou notre client, les facteurs de renforcement. Il faut toujours, parce que le facteur bouge. Et donc, notre travail, c'est ça, de faire en sorte qu'il va continuer dans son processus de changement de comportement. Et chaque fois, avec plus d'exigence, avec plus qu'il est capable vraiment. Et donc, si on revient ici, qu'est-ce que sont nos actions?
Je constate que mon client, mon patient est en pré-contemplation vis-à-vis d'un changement. Je vais donner comme exemple ici le changement alimentaire, mais ça pourrait être changement activité physique, changement hygiène buccale, changement faire une marche pour améliorer mon dos, aller par exemple faire la méditation, je ne sais pas. Quelque chose qui nous demande une discipline et qu'il faut changer notre comportement. Mais je vais donner l'alimentation comme exemple. Mon patient est dans la période de pré-contemplation. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? C'est la patiente qui arrive chez Elisa, comme je vous ai donné l'exemple, mais qui a là, par exemple, le genou qui est gonflé, elle a de douleurs articulaires partout, et elle vient et elle me dit, je suis venue pour mon genou. D'accord? Et je constate qu'elle est presque obèse, un surpoids hyper important, processus inflammatoire partout, elle a des sinusites, elle a ça, mais elle est venue pour son genou. Elle ne sait même pas, ou même si elle le sait, elle nie que le problème, c'est son surpoids. Donc, elle est dans un état de pré-contemplation. Quelle est notre action? Après, je vais vous montrer ici l'interprétation de tout ça avec beaucoup plus de finesse. Mais pour l'instant, je voudrais que vous aurez une vision de qu'est-ce qu'on nous, comment on va intervenir, nous, professionnels de santé. Alors, première chose, évidemment, si cette personne est dans la phase 1, c'est l'alliance thérapeutique, que je ne vais pas discuter, je ne veux pas parler, mais je vous rappelle quand même du petit vélo, je vous rappelle de tout ce qu'on a discuté. Si vous n'avez pas créé l'alliance thérapeutique, elle va rester en pré-contemplation pour toujours. Elle ne va même pas revenir chez vous. Premièrement, c'est la conscientisation d'où elle est vis-à-vis de son état. Ça veut dire lui montrer que le problème du genou, c'est un problème de surpoids et pas effectivement le genou lui-même. Ça demande une explication du contexte, des réalités de cette personne qui c'est le genou. Ne commencez pas à diverger en train de parler de l'importance de la perte de poids pour l'être humain, pour l'individu. Ça ne va pas lui parler, elle est là pour le genou. Donc, en utilisant son genou, vous allez montrer que c'est impossible de résoudre le problème du genou sans la perte de poids. Déjà, les genoux prennent 3 fois le poids de notre corps. Donc, vous imaginez. Et aussi de commencer à établir avec cette dame sa Rome. Parce que la question, ce n'est pas le genou en soi. Qu'est-ce qu'elle veut derrière cette question du genou? Qu'est-ce qu'elle est incapable de faire vis-à-vis de ce genou? Ça, c'est la Rome du patient. Donc, ça, c'est pour la pré-contemplation. Si cette personne est dans la phase 2, elle est dans, elle est là devant vous, mais elle peut vous dire, je pense qu'une solution pour moi, c'est la perte de poids, mais je n'arrive pas. Tout simplement. Et cette victimisation, je n'arrive pas, pour eux, c'est la solution. Comme je n'arrive pas, je ne fais pas, tout simplement. Donc, elle est en contemplation, où elle peut tout simplement pas être dans je n'arrive pas, elle peut être dans une condition de peut-être ce qu'elle vient de me dire que c'est mon poids, oui, pourquoi pas, mais elle est loin de faire quelque chose. Et là, alliance thérapeutique, j'ai introduit le télégramme que vous savez que c'est ma façon de communiquer avec les clients, mais avec mon patient, parce que là, j'ai une possibilité au travers de laisser des messages. Je ne vais pas laisser un message pour elle. Je laisse un message pour les groupes, qui en fait, c'est pour elle. Et quand elle va écouter ça, elle va se dire, ah oui, mais quand je dis directement, ça ne marche pas. Mais quand je fais un méta-message, ça fonctionne. Donc, par mon expérience, je peux vous assurer que cette façon de communiquer indirectement avec le patient, elle est excellente. Elle est plus qu'excellente. Elle est géniale. Au travers de ça, il va falloir aussi, en termes d'action, augmenter la fréquence de contact avec
ce type de patients qui sont en contemplation. Il faut, la fréquence qu'on va voir ce patient, elle doit être plus fréquente qu'un autre qui est déjà, par exemple, dans la phase 3 de préparation. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser des arguments concrets et ensemble et dans une période pour que cette personne saute soit de la phase 2 à la phase 4, de la phase 2 à la phase 3. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un ordre. Elle peut aller 2, 3, 2, 4 tout de suite et même pas faire préparation. Elle part déjà à l'action. Donc ça, c'est très important. En sachant que si vous ne trouvez pas, parce que le travail de cette phase de contemplation est de trouver les facteurs de renforcement, les déclencheurs. Qu'est-ce qui peut aider cette personne à déclencher? Je peux vous donner un autre exemple. Un enfant qui est en surpoids et qui, lui, il pense que pourquoi je suis là? Je veux pas... Je ne sais pas pourquoi je suis là. Elle veut que je perde du poids, mais moi, je me sens très bien. Et quand on commence à parler avec cet enfant et qu'on commence à effectivement augmenter les contacts avec lui et on commence à comprendre que lui a comme rêve le foot, je vous donne qu'un exemple. Et là, je vais prendre cette information, qu'il adore le foot, et je vais lui dire, mais comment vous comptez devenir un joueur de foot? Ah, je suis déjà à l'école, j'ai fait du foot tous les mercredis. D'accord? Et est-ce que vous avez remarqué que les joueurs de foot, ils peuvent courir, ils peuvent se déplacer avec une vitesse impressionnante. Et qu'est-ce que ça, pour courir comme ça va dépendre de l'activité physique et de l'alimentation. Et d'un coup, ça va devenir, pour ce garçon-là, son facteur de renforcement. Par exemple, il y a les filles aussi dans le groupe, il y a plusieurs facteurs, comme je vous ai dit, qui sont individualisés. Et c'est en train de connaître votre patient au travers de la timeline que vous allez savoir qu'est-ce qui peut déclencher ce changement de comportement. Donc, il faut chercher les facteurs de renforcement ou, comme on dit en nutrition fonctionnelle, le déclencheur. S'il est dans la phase de préparation, je me prépare, je vais commencer après Noël, je vais faire ça. Liste et date à fixer. Il faut fixer, OK, quelles sont les choses que vous allez entamer, les actions, et vous allez faire ça lundi prochain. Vous allez commencer quand? Vous êtes dans le moment de la négociation. Ça, c'est un excellent exemple quand vous allez prendre l'enquête alimentaire du patient et dans la restitution, ça veut dire deuxième consultation, vous allez lui proposer, par exemple, parce que là, vous savez quel état il est vis-à-vis du changement alimentaire. Pré-contemplation, contemplation, préparation. Déjà, s'il est en train de vous dire « Ah, il faut remplir l'enquête alimentaire », ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans la préparation. Peut-être il est dans la contemplation. Donc, le travail commence déjà là. Mais quand vous allez restituer cette enquête alimentaire avec des changements de A à Z, vous changez tout. Vous changez tout. Il n'y a rien qui est bien dans son alimentation, ou très peu. Peut-être, c'est comme je vous avais dit, vous allez donner une prescription qui ne va pas suivre. Donc, il va falloir négocier. Vous allez présenter et vous allez dire qu'est-ce que vous pensez qu'on peut commencer par où? On va commencer par quel changement? Et là, peut-être, il va vous dire, je vais commencer par deux choses. En termes d'activité physique, je vais commencer à marcher 15 minutes. Très bien. Et en termes d'alimentation, je vais éliminer, un exemple, le pain. Ça, c'est lui qui a décidé, ce n'est pas vous. Mais il mange énormément d'autres choses. Ce n'est pas grave. On est en train d'entamer quelque chose. Évidemment, pour ce patient-là, le procès est plus long. Et c'est pour ça que je n'ai pas une boule de cristal quand les gens me demandent « Élise, vous pensez que mon objectif, pour arriver à mon objectif, ça va prendre combien de temps ?» Je ne sais rien.
Je ne sais pas si vous êtes en pré-contemplation, en contemplation, en préparation. Où est-ce que vous êtes? Je ne sais pas. Est-ce que... Bon, je montre là, mais vous savez que l'objectif est là. Le modèle, il est là. Ça veut dire, vous êtes en pleine action et d'un coup, vous changez et vous revenez à préparation. Je ne sais pas. Donc, l'accompagnement, il est comme ça. Ça va comme des ondes. Ça vient, ça revient. C'est comme ça. Alors, dans cette perspective de préparation, donc il faut quand même savoir. Et quand on va à numéro 4, qui est l'action, numéro 4, c'est action. Là, ces moments-là d'action, on peut aussi se demander où ce patient est par rapport à cette action. Est-ce qu'il est en train de faire 20% de ce que je lui ai dit? 20%, ça veut dire que 80% de résultats. Ce que je veux dire, c'est que si le patient n'a pas... Il y a la loi de Pareto. Donc, ça veut dire que si le patient continue à faire 80% de ce qu'il avait fait avant, on aura un résultat positif de 20%. Ce qui m'intéresse, c'est le contraire. C'est que lui, il me fasse de plus en plus de pourcentage de ce que je lui ai dit. Donc, le fait qu'il est déjà en action, ça ne veut pas dire que le problème est résolu, parce que peut-être il ne fait que 20% de ce qu'on avait dit. Et donc, il n'aura pas l'effet escompté. Vous comprenez? Il fait 80% de ce qu'il faisait avant. Bah, ce n'est pas l'objectif. D'accord? Donc, il faut continuer avec notre alliance thérapeutique, continuer à proposer, à renforcer les facteurs de renforcement, à chercher d'autres facteurs. Et on arrive finalement à notre maintenance. Maintenance, c'est dangereux parce que maintenant, ça me donne l'idée de stagnation. Stagnation. Et aussi, si vous ne travaillez pas cette alliance thérapeutique, si vous perdez l'alliance thérapeutique, parce que l'alliance thérapeutique, elle n'est pas non plus pérenne. À chaque rencontre, à chaque possibilité que vous avez avec votre client ou votre patient, vous êtes en train de rétablir l'alliance thérapeutique. Là, c'est le moment de l'éducation vraiment nutritionnelle de ce patient. Évidemment, on va faire tout ça au long du processus, mais c'est de lui pousser vers le haut, pousser vers sa vitalité positive. Et à chaque fois, discuter avec lui clairement quels sont les déclencheurs. Là, il a conscience de tout le processus. Et on va lui parler de la rechute, de danger de rechute. Et parfois, j'ai énormément de clients, de patients qui sont dans cette condition, que j'ai parlé de la rechute et qui sont têtus. Ils se disent, non Elisa, j'ai compris, c'est bon. On laisse et un an après, quand il vient me voir, bah, on est là. On est dans la préparation ou dans la contemplation, plutôt dans la contemplation. Je n'arrive pas. Il faut lui dire que l'importance du professionnel de santé, de vous, c'est effectivement du maintien de cette force, de dire on continue, on cherche de nouveaux facteurs de renforcement. Parce que la fille là, qui se mariait et qui a perdu du poids parce qu'elle se mariait et qui vient à tout regagner, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un facteur de renforcement après le mariage. Et il y a celles qui divorcent aussi. Comment on fait? Et il y a celles qui vont, ou ceux qui vont avoir des événements dans leur vie qui peuvent leur trouver là ou en pré-contemplation, en train de tout nier, ou de contemplation. Donc, cette période-là de maintenance, c'est de parler de tout ça et de donner aux patients de la résilience vers les événements. Est-ce que c'est facile? Évidemment que non. Évidemment que non. Moi, ça m'arrive de problèmes, de choses dans ma vie et hein, on revient un peu en arrière, mais on a la conscience. Donc, on va se reprendre. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Ce processus, il est normal. Maintenant, je vais vous inviter à notre interprétation de chaque événement
d'une façon beaucoup plus affinée. Vem comigo!